Pourquoi la vie est devenue si chiante? Non mais je veux dire, c'est une vraie question que je me pose. Qu'est-ce qui a exactement changé entre ça, fermer les yeux, et ça? Pour moi, c'est pas juste qu'on a grandi, c'est faux. Il y a autre chose. Quelque chose d'autre s'est passé, comme une diminution de l'enchantement, un désassaisonnement ou une diminution de l'intensité à vivre. Comme si les images, les expériences, les sons, les odeurs avaient tous quelque part perdu en poésie. Tout est plus direct et concret aujourd'hui. Alors certains vont me dire « Oui, mais ça c'est grandir, Étienne. C'est s'habituer, et s'habituer c'est s'ennuyer, s'ennuyer c'est la maturité, et après tout la vie est un tapis roulant évident et convenu vers la mort et basta, fin des illusions et bienvenue dans le monde réel. » Mais ça c'est une explication qui explique rien du tout. Et surtout pour moi, c'est un peu une explication de lâche. C'est admettre que tendanciellement, la vie tend vers son propre refroidissement. Et c'est une bien triste manière de concevoir les choses. Alors qu'être en vie, c'est pas quelque chose auquel on est censé s'habituer. Il n'y a rien de plus étrange et mystérieux que d'être en vie. Et la source du problème, c'est peut-être ça. J'ai arrêté de me dire « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» en levant les yeux au ciel. J'ai arrêté d'être fasciné, décontenancé et abasourdi par tout ce qui m'entoure. Et je suis passé d'un état par défaut de surprise existentielle à vivre comme on regarde le temps passer sur soi. J'ai spawn dans un monde auquel au fond personne ne comprend rien. Un monde plein de symboles, de beauté et d'énigmes irrésolues. Et j'ai juste fini par hausser les épaules en me disant « Oui voilà, on est vivant, on va vivre un peu puis on va mourir, et tant qu'à faire, on va essayer de rendre les choses pas trop désagréables. » Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réellement réussi à m'accoutumer à l'inaccommodable. Je suis vivant et j'ai l'air de trouver ça normal. Je crois que c'est Alan Watts qui avait cette image. La vie, c'est un peu comme un hall d'aéroport, entre deux vols, sauf que tu te souviens plus d'où tu viens et tu ignores la destination de ton prochain vol. T'es juste là, dans le hall, avec tous les autres passagers de ton créneau, pour quelque chose comme 30 000 jours, au mieux, si t'as vraiment de la chance. Et bon, on a tous une manière différente d'occuper l'attente. Mais force est de constater qu'on n'est plus beaucoup à coller nos faces contre la vitre pour essayer de voir ce qu'il se passe en dehors de l'aérogare. Ça manque de buée et de nez écrasé contre les vitres. On devrait tous être là, à essayer de comprendre ce qu'on fout là, à faire des théories, à s'émerveiller de cette inconcevable fait réalité, la vie. Mais à la place, on est tous avachis dans les sièges, devant les portes d'embarquement, et on enchaîne les projets, les swipes, les films, tout pour ne pas ressentir le grand vertige. Et je suis le premier concerné. S'habituer à être vivant, c'est quelque part l'être un peu moins. Alors non, je ne crois pas que la diminution du parfum de la vie soit une condition sine qua non du fait de grandir. Si plus on vit, moins on vit, le jeu est un peu cassé. Non, je pense que la perte du parfum de l'existence, l'espèce d'ennui convenu qui nous entoure progressivement, vient d'autre chose, d'un changement progressif dans notre manière d'appréhender le monde, une sorte de switch au niveau de notre état de conscience, d'un voile dissociatif qui nous cache toute une partie de l'existence et qui nous refroidit progressivement. C'est pas que la vie était plus belle quand j'avais 10 ou 15 ans de moins. C'est juste que je la vivais différemment, sur un autre mode. Et la bonne nouvelle, c'est que je crois vraiment que ce mode-là n'est pas mort. J'ai juste oublié comment faire. Redécouvrir ce mode de conscience primordial, c'est ce que j'essaie de faire depuis un moment et ce dont je vous propose de parler dans cette vidéo. Alors, je vous vois venir, les rationalistes un peu butés. Je sais que cette vidéo changera de ce que je fais d'habitude, que je vais tâtonner, tester des trucs et des idées sans fondement, mais je suis sûr que ça va vous faire du bien. Et ça peut paraître un peu gnangnan, je suis le premier à le penser, à me faire cette critique, et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien?
qu'est-ce que ça fait du bien de réapprendre à voir le petit bonhomme filiforme qui saute sur la glissière de l'autoroute et qui fait la course avec moi dans la voiture. Qu'est-ce que ça fait du bien de reparler au soleil, d'y retrouver un ami imaginaire et protecteur que j'avais laissé de côté beaucoup trop longtemps, de poser la paume de main sur les troncs des arbres pour les saluer quand je rentre seul chez moi le soir au soleil couchant. Et je m'en fiche du sens de tout ça ou de la rationalité de toutes ces idées. Ce que je vous dis, c'est que ça me rend heureux et que c'est le seul chemin qui me fasse autant de bien, et je pense qu'il pourra peut-être aussi vous faire un peu de bien. On ne va pas vaincre la dissociation extatique avec des théories philosophico-neurologiques, mais peut-être qu'on peut essayer en réapprenant à trembler devant la danse des peupliers dans le vent, en se faisant surprendre par une odeur, en remettant de l'irrationnel, en recréant de la nostalgie du présent et en se resoumettant au mystère. C'est par là que commence la quête. C'est sortir de soi toujours plus souvent pour goûter à la relation au tout. Mais ça, encore une fois, c'est la théorie. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que la théorie et la vie sont deux forces qui s'excluent mutuellement. Alors, voyez cet épisode comme un état de mes recherches sur la dissociation moderne et le parfum de la vie. Si je dis magie, ça va braquer une partie d'entre vous, alors je le dirai pas. Mais je n'en pense pas moins. Vous braquez pas, ça va être tout doux. Bienvenue au Dolmen. La conscience guidon, ou comment on s'est fait bloquer à l'avant-plan. Comment est-ce que vous expérimentiez la vie quand vous aviez 8 ans, 12 ou 15 ? Et maintenant ? En vous replongeant dans vos souvenirs d'enfance, disons un dimanche après-midi d'été, pendant les vacances scolaires, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que ça sent ? Je vous jure, plus je prends le temps de me replonger dans la sensation vécue que j'avais il y a à peine 10 ou 12 ans, plus je me dis qu'en dehors de l'aspect purement nostalgique de la chose, un curseur a été indéniablement modifié depuis. Alors, c'est pas forcément évident de mettre des mots sur ce genre de choses. Mais je dirais que le temps vécu a un autre parfum, une autre profondeur. Et ce serait un peu trop facile de tout remettre sur le dos de l'âge. En plus des années passant, un petit objet a fait irruption dans ma vie, et dans la vôtre aussi j'imagine. Et depuis, ne me quitte plus vraiment. Alors on appelle toujours ça un téléphone, bien que ce soit la dernière chose que je fasse avec. Et en dehors de tous les aspects nocifs et intéressants de cet outil dont on a déjà parlé sur cette chaîne, ce truc a aussi eu un effet plus discret, plus difficile à percevoir, car on est plongé dedans. Mon téléphone a eu un effet indéniable sur la manière dont je perçois ma réalité. Ce petit monde de poche a progressivement changé mon état de conscience. Vous savez, la conscience, c'est un flux, un courant, qui nous permet d'appréhender le monde, un courant avec une vitesse, une température et parfois un parfum. C'est une manière d'être plongé dans l'expérience. Et on change tous d'état de conscience au moins 5 ou 10 fois par jour. Par exemple, ce matin, je me suis levé et j'avais comme une boule dans le thorax. J'avais l'impression que la réalité était toute contractée autour de moi. Je ne voyais rien, alors j'ai pris le temps d'aller un peu au soleil, je me suis rappelé quelques évidences, et d'un coup, ma réalité a repris des couleurs. J'ai changé d'état de conscience. Et entre les deux, c'est tout mon monde qui a changé. Alors on le sait tous, comment on se sent détermine notre appréciation du réel. Nos couleurs de conscience changent nos réalités. Fondamentalement, nos états de conscience déterminent notre appréhension du monde. Quand j'avais 8 ou 10 ans, avant l'arrivée de ce téléphone de poche, j'avais donc une façon d'appréhender le monde radicalement différente. Pensez à votre réalité avant l'arrivée de cet objet. Et je serais curieux de savoir si vous faites les mêmes observations intérieures que moi. La vie me semblait plus concentrée et plus intense qu'aujourd'hui. Les moments étaient plus marquants. Des choses qui aujourd'hui m'apparaîtraient sans la moindre importance étaient de véritables petits événements narratifs dans ma journée. Je vivais ma vie sur ce qu'on peut appeler un mode cinématographique. Je faisais l'expérience du moi dans le monde, dans ce que les chercheurs appellent parfois un état de métaconscience ou de conscience témoin. Et derrière ces mots un peu barbares, ça donne
J'étais le personnage de mon film. Je voyais toute la scène. Je me racontais sans arrêt des histoires sur ma réalité. J'embaumais, j'entourais, j'exaltais, et tout ça sans y songer une seule seconde. Je composais et je recomposais le réel. Je n'étais pas seulement l'acteur de ma réalité, mais le metteur en scène et le public de ma propre petite expérience vitale. Et tout ça, ça donnait à mon appréhension de la réalité une texture autrement plus intéressante qu'aujourd'hui. Mon monde était rempli de signifiants. J'accordais du sens à la moindre feuille qui tombait sur ma tête au début d'automne, aux traces dans la boue du jardin, qui étaient de véritables petites tranchées dont j'observais l'évolution avec les jours de pluie. Au retour des beaux jours, chaque après-midi passé avec mes camarades de l'époque était une aventure singulière, avec ses péripéties, ses dangers et ses apprentissages. Et un peu plus tard, chaque soirée, passée sur des mondes virtuels, sur le gros PC vrombissant du salon familial, était une touche exquise de liberté. Tout ça avait un parfum différent d'aujourd'hui. Et c'est pas que ma réalité était mieux que maintenant, ou plus innocente. Toutes ces choses existent encore, elles sont là à portée de main. Mais c'est ma manière d'appréhender le monde qui a changé. Avant, j'étais dans ma réalité. Je me voyais presque par-dessus, comme si j'étais installé sur ma propre épaule. J'étais l'architecte, ancré dans mon petit monde avec ses lois, ses objectifs secrets et ses rituels. Pesanteur, c'est ça, ma réalité avait une belle pesanteur. Tout comptait et rien ne comptait en fin de compte, mais tout était à décoder. Je dessinais des motifs sur les murs du monde et j'étais surpris de constater qu'au matin, quelque chose avait pris soin de les conserver, et même d'en ajouter quelques-uns. Le formidable était une évidence quotidienne. Je me parlais souvent à moi-même, chose que je fais toujours aujourd'hui, mais je le fais différemment. Aujourd'hui, c'est davantage pour clarifier mes pensées. Alors qu'avant, je me donnais des conseils, je me racontais ma propre petite histoire sur le monde. J'étais mon petit guide d'existence. En rentrant de l'école, je me faisais de délicieux monologues interminables sur les petites routes de campagne. Et quand je vous parle de conscience cinématographique, c'est de ça que je veux vous parler. La vie n'était pas un film à proprement parler. Tout n'était évidemment pas rose et agréable. Mais je vivais dans un mode de conscience à la 3e personne. Je m'observais délicatement agir et vivre ma petite vie. Gardien et œil distancié de ma simple réalité immédiate. Et ça, peut-être que c'est le début du secret du bonheur et du sucre de la vie. Alors, je sais, il y a un truc en moi qui se dit « mais tout ça c'est terminé, tu ne peux pas vivre comme un enfant que tu le veuilles ou non ». Et ça tombe bien, parce que ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je cherche, c'est le mode de conscience, pas l'état ou l'âge que j'avais alors. Je veux juste redonner à mon œil la possibilité de se perdre un peu. Et je ne peux pas concevoir d'avoir simplement laissé derrière moi toute l'intensité et la magie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et comment on inverse le processus ? Eh bien, je vais vous proposer une petite théorie maison. Avant de continuer cet épisode, une petite pause de quelques secondes pour vous remercier. Merci pour votre fidélité au Dolmen, merci pour vos commentaires qui m'inspirent à chaque fois beaucoup. Merci de me suivre dans toutes mes tentatives de pensée et d'exploration. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à vous être procuré mon nouveau livre. Vos retours sont incroyables et je me lève chaque matin avec beaucoup de fierté et de force dans la poitrine, chose dont je vais avoir besoin pour la suite. Alors merci. C'était un sacré saut pour moi, de partir comme ça avec mon sac à dos, mes carnets et mes crayons et de me dire « je vais revenir avec un livre ». Mais je crois que c'est plutôt réussi. J'ai écrit ce livre entre les fjords norvégiens et mes vagabondages citadins, j'y ai mis mes plus belles idées et je suis vraiment touché de voir que vous y retrouvez. Le livre est parfois piquant, parfois doux, mais je crois que ça en fait un bon guide pour le chemin intérieur. Pour celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer, vous trouverez le lien pour commander s'anomaliser directement en description. Bonne lecture et merci d'être toujours au rendez-vous. On entend souvent dire qu'on serait une génération de grands enfants, irresponsabilisés et ne pensant qu'à jouir sans entrave. Et c'est honteusement faux. On est une génération de petits adultes, bloqués dans notre immédiat, à la première personne, sans accès à notre métaconscience, incapables de se décentrer de la réalité, perpétuellement ramenés à l'avant-plan par nos écrans de poche. Ça,
Déjà, c'est un peu plus exact. Voilà comment les choses se passent en réalité. À peine commence-t-on à dériver, à rêver un peu, à s'écarter de l'immédiat et à regarder le tableau d'ensemble, qu'on se fait retéléporter violemment sur l'immédiat subjectif. Bam, téléphone, premier plan, moi humain, moi agir, moi penser réalité. On est tiré hors de nos films, des gradins à la scène, avant même le générique de début. Et ça, 45 fois par jour. Comment voulez-vous que les petits bonhommes, les histoires et les mystères germent à nouveau? La caméra est bloquée au premier plan, et on voit tout au premier plan, c'est-à-dire qu'on voit rien du tout. Si j'avais eu un tyran anti-rêverie dans ma poche à 5 ans, qui avait occupé tous mes ennuis, terrassé toutes mes rêveries, et qui m'avait maintenu sursollicité cognitivement de manière permanente, j'aurais jamais forgé tous mes jolis souvenirs. J'aurais jamais construit une réalité par-dessus ma réalité. J'aurais jamais touché le mystère de l'existence du bout des doigts. Le piège, c'est ça aujourd'hui, avec le marché de l'attention. C'est d'abord la modification de notre état de conscience profond. C'est une surstimulation du premier plan. Comme si on avait construit une machine à toujours donner la réplique à l'acteur, pour qu'il ne sorte jamais de son rôle et qu'il ne se dise plus jamais « Mais attends, je suis où là ? Je fais quoi ici ? C'est quoi cette scène ? Et y a quoi après le toit du théâtre ? Et qui me donne le script ?» Non, à la place on l'écrase sous un impératif de réplique et de réponse permanent. On ne lui laisse même plus le loisir du vide qui amène à l'observation. Parce que c'est ça l'étape suivante, le questionnement. C'est ça qu'on perd avec la conscience de premier plan. On ne peut plus briser notre propre expérience subjective du monde. Tu vois pas un acteur se demander en plein film à quoi ressemble le réalisateur et sortir de l'écran pour vérifier. Pourtant, qu'est-ce que ça nous fait du bien de décentrer, de reconsidérer notre place dans l'univers. Et je ne parle même pas à proprement parler de religion ou de spiritualité ici, juste de décentrer, de goûter le mystère de l'existence. Parce qu'encore une fois, c'est pas normal de trouver ça normal. On est tous beaucoup trop collés à l'existant, alors que la plus grande des libertés est dans le décollement du réel immédiat et dans le souffle. On est des acteurs qui ont oublié qu'ils pouvaient aussi décider du décor et de la mise en scène. On subit notre réalité, comme un mur en pleine face. Et ne venez pas me dire que rêver est un privilège social, c'est même tout le contraire. S'il y avait une corrélation entre bourgeoisie et accession au mystère, on serait dirigé par des poètes et des explorateurs de la conscience humaine. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vraiment le cas. Il y a même plutôt une corrélation inverse. Quand l'immédiat blesse, la fuite dans le mystère, c'est tout ce qu'il nous reste. Et c'est une fuite qui a du chien. Le plus grand bonheur, c'est ça. Se regarder du dessus. D'abord dans une rue, dans une ville, dans le système solaire, puis dans tout l'univers. Le vertige, ça, c'est le début de tout. Et ça commence par des choses extrêmement simples. Honnêtement, c'est quand la dernière fois que t'as levé les yeux au ciel en fin de journée au printemps et où tu t'es repris en pleine gueule que là, juste au-dessus de ta tête, il y a une grosse sphère qu'on appelle la lune, déjà visible presque en plein jour en fin de journée. Quand t'étais gamin, si on se ressemble, ça te fascinait. Que tu le veuilles ou non, il y a au moins un moment où t'as parlé avec la lune, même dans ta tête. C'était bizarre, mais franchement agréable. Et tout ce que je peux dire, c'est que je lui en ai confié des secrets à la lune. C'est quand la dernière fois que tu t'es allongé dans l'herbe et que t'as observé les petits insectes, en leur imaginant une histoire, tout un royaume et des fonctions, à loucher, jusqu'à croire observer des formes bizarres dans les hautes herbes. C'est quand la dernière fois, qu'en te baladant dans une jolie ruelle, tu t'es senti envahi d'une joie inexplicable pour l'instant, qui t'a poussé à presque te regarder du dessus, te voir heureux dans l'instant et en même temps pas tout à fait dans l'instant, que tu t'es fait transporter par le monde au-dessus du monde. C'est quand la dernière fois que t'as été ému aux larmes par la danse du vent dans les feuilles des peupliers en fin de journée à la lumière rasante et chaude d'un début de printemps, que tu t'es dit « qu'est-ce que c'est beau et étrange d'être en vie » et que t'es même allé jusqu'à oser te dire « la vie est belle » et que t'as poussé jusqu'à un audacieux « si on regarde bien, les choses sont quand même sacrément troublantes ». Je vais te dire,
Il y a faire l'expérience humaine et se rendre compte qu'on fait l'expérience. Il y a vivre sa vie et se voir en train de la vivre. Il y a être humain et se rendre compte qu'on est humain et être pris d'un délicieux vertige par cette petite réalisation amusante. Ce qui a changé entre avant et maintenant, c'est qu'on est devenu beaucoup plus happé par le premier plan. Et pour plein de raisons valables. La vie et ses exigences éreintantes, nos téléphones, qui sont quand même parfois de chouettes outils, notre dureté par rapport à la vie, notre soif de réussite, bref, plein de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui nous détournent assurément de l'arrière-scène. Parce que pour être un humain efficace et qui fonctionne bien, bah oui, idéalement, il faut pas trop sortir du jeu. Du moins, c'est ce qu'on a fini par croire. Alors, je n'aurai évidemment pas de protocole ou de choses comme ça. Mais je sais que ce qui me fait du bien et me permet de me réapproprier doucement cette conscience à la troisième personne, c'est deux choses. Me promener avec de chouettes musiques en fin de journée, en fixant les arbres, en m'oubliant un peu, en me laissant transporter, en me replaçant dans un contexte beaucoup plus immense que moi et ma petite vie. Et beaucoup lire sur nos avancées récentes sur la compréhension de la conscience humaine. Troublant, toutes ces choses. L'un dans l'autre, il y a des choses qui se passent, des choses qui perdent en intensité au moment où j'essaie de les formuler, alors allez voir par vous-même. Si la grande majorité des sagesses et des écoles de pensée antiques tendent tous au final vers le même point, la contemplation, bah c'est pour une bonne raison. Il y a des vérités par là qui sont bien au-dessus de tous les savoirs théoriques et de tous les enseignements verbalisables. Cette vidéo n'avait d'ailleurs pas pour but de vous apprendre quoi que ce soit. Voyez plutôt ça comme une petite piqûre de rappel que je fais d'abord avant tout pour moi. Lève les yeux mon pote. Il y a toujours un immense paquet de choses absolument inexplicables autour de nous, de notre présence ici jusqu'à l'origine de tout ce spectacle qu'on appelle la vie. Et si tu sais pas par où commencer, va t'allonger dans le parc le plus proche, reste 1 heure à fixer la danse des arbres sans interruption. Et tu verras, je prends le pari qu'il va se passer des choses dans ta tête. Seulement oui, il faut le faire et pas en parler. Le monde n'a pas radicalement changé depuis ces années d'intensité nostalgique. C'est nous qui nous sommes refroidis. Et franchement, moi j'ai plus le temps d'être froid. La vie ça passe vite et j'ai encore trop de choses à essayer de comprendre sur ce sacré bazar. Alors, si on se croise en fin de journée à fixer le vent, on le fixera ensemble. Racontez-vous votre propre histoire. Levez la tête du guidon. Vivre, c'est pas seulement passer, c'est observer et révéler des motifs. C'est dessiner par-dessus la vie, parce qu'on peut le faire, parce que la conscience est un outil formidable qui nous permet d'un peu sortir de nous-mêmes et de nous fondre avec l'existant. Si vous me cherchez, j'aurai probablement le nez collé contre la vitre à essayer de voir ce qu'il se passe dehors. Mon nouveau livre est disponible en description, vous y trouverez de belles clés pour votre voyage. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.